La spiritualité, là, abénakise, là, je ne suis pas certaine que ça existe. C'est une spiritualité autochtone, Première Nation, et il y a des particularités chez les Abénakis, puis je vais vous en parler. Mais on parle d'abord de... On ne va pas cibler sur une particularité de la spiritualité. Donc, par contre, les chants que je vais faire, ce sera des chants... les chants seront abénakis, parce que c'est la tradition qui a fait que je les connais. Et c'est toujours un honneur pour moi de chanter ces chants-là, pour les partager, les faire connaître. On les chantait de façon privée autrefois chez nous. Maintenant, on a moins d'occasion de les faire même chez nous. Alors, quand j'ai la chance de faire ces chants-là au public pour faire entendre la sonorité, faire entendre aussi, faire connaître aussi pourquoi ces chants-là existent encore aujourd'hui. Donc, le chant que je fais, c'est le chant d'accueil sur notre territoire, sur le territoire. Donc là, on est dans un territoire ensemble et on va partager ensemble. Donc, je ne dis pas que Longueuil, c'est mon territoire, là, mais je vous dis simplement qu'ici, on est sur mon territoire pour partager. Et donc, le chant que je fais, c'est un chant que les Abénakis faisaient quand ils accueillaient des gens qui n'étaient pas de la famille, des nôtres, qui accueillaient des gens sur leur territoire. Yo cuando de, yo cuando da, yo cuando de, yo cuando da. Gai wane he yokyo way, gai wane he yokyo way, gai wane he yokyo way, gai wane he yokyo way. Yo guano de, yo guano da, yo guano de, yo guano da. Gai wane he yokyo way, gai wane he yokyo way. Gai wane he yokyo way, gai wane he yokyo way. Yo guano de, yo guano da. Yo guano de, yo guano da. Gai wane he yokyo way. 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 Yo guano de, yo guano da. Yo guano de, yo guano da. Woo! Gai wane he yokyo way. 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 Donc, en introduisant, donc, vous avez entendu un chant abénaki. Je suis de la nation des Abénakis, ce qu'on appelle les nations du Wabanaki. On fait partie d'un ensemble de nations qui habitaient l'Est. Waban veut dire Est, ou veut dire lever du jour. Et donc, on est le peuple du lever du jour, de l'aube, ou peu importe, ça peut être plus poétique, là. On peut le mettre de façon plus poétique, mais ça veut dire, nous sommes dans les Premières Nations qui accueillent le jour. Donc, avec les Abénakis, il y avait aussi les Malécites, qui sont au Québec. Il y avait aussi les Mi'kmaq, les Mi'kmaq qu'on voit en Gaspésie, qui sont aussi du monde Wabanaki. On était vraiment à l'est, donc on voyait le lever du jour en premier. Puis, si on va plus vers les États-Unis, il y a les Passamaquoddy, il y a les Penobscot. Il y a plusieurs autres nations aussi qui étaient vraiment à l'est. Donc, on fait partie de cette grande famille-là. Et puis, sans faire d'histoire, mais quand même, pour vous situer un peu, j'habite à Odanak. Odanak, c'est normalement 1h15 de Longueuil quand on ne se perd pas. Et puis, donc, c'est pas loin de Sorel, 30 km de Sorel. Donc,
Et les Abénakis sont là, dans la région, de façon permanente depuis 1700. Certains depuis 1700. Il y avait des Abénakis qui côtoyaient ce territoire-là avant, qui venaient aller-retour. Comme vous savez, on était des semi-nomades et puis donc on explorait le territoire à toute sa grandeur à différents temps de l'année. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais là, on est sédentaire depuis 1700. Ça veut dire qu'arrêté depuis 1700 parce qu'il y avait des colons ici. Bien, il y avait pas juste des colons, mais il y avait des gens qui se faisaient la guerre. Et donc, pour ne pas les nommer, les Anglais et les Français. Et donc, ça a eu comme répercussion, en fait, de faire en sorte qu'on se fixe à un endroit. Les Abénakis faisaient partie, c'était des alliés des Français. Et cette alliance-là a fait qu'on est resté très près des Français, mais qu'on devait rester facilement accessible parce qu'on devait fournir parmi notre population tous les hommes en âge de se battre aux côtés des Français. Puis, des fois, je dis en avant aussi. Donc, il fallait qu'on soit facilement rejoignable pour être capable de fournir ces guerriers-là. Donc, on s'est installé le long de la rivière Saint-François, que nous, on appelait Alcigontoguk, la rivière aux coquillages. Donc, Alcigontoguk, la grande rivière Saint-François qui se jette dans le fleuve, et le fleuve chez nous prend le nom du lac Saint-Pierre maintenant. Nous, autrefois, on l'appelait Nebesek, le grand lac. Pour nous, il était grand, ce lac-là. Et donc, c'était connu de nous, ce territoire-là. Et puis, ça remonte, toute la Saint-François s'en va directement jusqu'à l'Estrie, monte à l'Estrie, puis finalement, s'en va vers les États-Unis. Et puis, ben là, il y a un coin, surtout à Sherbrooke, qui s'appelle Nikitotoqua pour nous. Et Nikitotoqua, ça veut dire la rencontre des rivières. Si vous voulez dire en français, on parle de grande fourche, là. Bien, c'était ça. C'est la rencontre de la rivière Magog et puis de la rivière Saint-François. Donc, c'était là. Puis ça faisait en sorte que ça nous permettait d'aller vers Mégantic aussi. Donc, il y avait c'était une façon d'entrer dans notre territoire par les rivières, des chemins d'eau qu'on appelle. Donc, c'était le territoire des Abénakis. La grande rivière Saint-François, c'était une canot-route. C'était vraiment une grande route spéciale pour les Abénakis. Il y en avait d'autres, il y avait la Chaudière aussi. Puis il y avait d'autres petites rivières là, qui nous permettaient de faire des échanges avec les autres nations aussi. Donc ça, c'est un peu l'idée du territoire abénaki. Puis là, maintenant, on se retrouve à Odanak. Il y a 2 communautés abénakises au Québec. Donc, Odanak, chez nous, qui veut dire chez nous, en fait. Et puis, Ouonlinac qui est à Bécancour. Donc, ça, c'est les 2 communautés sur les 2 communautés qu'on retrouve sur 54 communautés autochtones au Québec, qu'on retrouve parmi les Abénakis dans le centre du Québec. Et comme territoire, il nous reste maintenant 6 km² de territoire. Alors, c'est ce qui nous reste comme territoire de réserve. Hein, parce que moi, je suis une réservée. OK? J'habite encore sur la réserve. Puis on appelle encore ça réserve. Le nom légal, c'est réserve. Par contre, entre nous, on parle davantage de communauté. On parle de communauté ici au Québec. Communauté, c'est bien, c'est un beau terme, communautaire. Hein? On est habitué à ces termes-là au Québec. Mais quand on va en Europe, quand on dit communauté, c'est pas le même sens du tout. Pour eux, communauté, c'est plutôt refermé sur soi. En tout cas, alors on a vraiment, nous, un autre sens du mot communauté. Donc, moi, je suis abénaki. Je ne veux pas vous raconter toute mon histoire, mais simplement vous donner des pistes. J'ai été élevée par des grands-parents parce que c'était la coutume chez nous que les aînés de la famille soient donnés aux grands-parents. Donc, moi, j'ai eu la chance, puis je dis souvent, c'était une chance, d'être donnée à mes grands-parents. Et donc, je suis arrivée chez mes grands-parents à l'âge de 3 ans, parce qu'il fallait attendre qu'on soit propre. Ça m'a pris du temps.
Et donc, je suis arrivée chez mes grands-parents à l'âge de 3 ans et j'étais là tout le reste de ma vie, j'étais là. Donc, mes parents n'étaient pas loin, là, ils étaient à peu près à 500 pieds de chez nous, là. Mais j'habitais avec mes grands-parents et je vivais la vie avec mes grands-parents et c'est mes parents qui m'ont élevée, c'est pas mes parents. Donc, mes grands-parents, c'est ceux qui faisaient la discipline, c'est ceux qui montraient aussi, qui avaient le temps de montrer les valeurs. Alors que souvent, les parents, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais ils sont occupés à élever d'autres enfants, ils sont occupés à travailler pour nourrir les enfants, tout ça. Chez nous, le fait d'être élevé par des grands-parents, ben ça donnait un autre sens parce qu'on prenait contact avec une autre génération qui avait vécu d'autres choses et qui savait que ce qui était important à transmettre, c'était pas nécessairement des bonnes manières, quoique c'était pas impossible non plus, mais c'était beaucoup plus sur les valeurs. Insister davantage sur les valeurs. Pourquoi être élevé par des grands-parents aussi? Parce que on s'assurait qu'il y avait une personne dans la maison, dans la famille, qui pourrait être porteur de la tradition et de la culture. On s'assurait de ça parce que il y a toujours des pertes à chaque génération. Hein, vous le savez, vous avez des jeunes, vous avez des petits-enfants peut-être, vous voyez déjà qu'il y a des choses que les enfants ont gardées de vous, puis ça, c'est le fun qu'on puisse constater ça. Mais il y a des choses qui ont laissé tomber, puis ils prennent d'autres valeurs, d'autres choses, puis l'autre génération avec les petits-enfants aussi. Donc, il y a des pertes, si on peut parler comme ça, il y a des gains, mais il y a des pertes aussi. Et donc, cette façon-là de faire en sorte que les enfants soient donnés aux grands-parents, ça faisait en sorte qu'ils soient plus près de la culture, de moins de pertes, et puissent ensuite transmettre. On était comme des transmetteurs à notre tour de cette culture-là, de ces traditions-là, auprès de nos frères et sœurs. Et puis, du reste de la communauté. Donc, j'ai eu la chance de vivre ce mode de vie-là, si on veut dire. Et puis, j'étais pas la seule. À mon époque, il y avait beaucoup de gens de mon âge qui vivaient la même chose. Donc, quand les grands-parents se rencontrent, à ce moment-là, ils sortaient pas au cinéma, là. Il n'y avait pas de voiture, mais ils sortaient entre eux, ils se rencontraient souvent, on faisait de la musique ensemble. Et donc, quand les grands-parents se rencontraient, souvent, il y avait des petits-enfants avec eux. Les petits-enfants qui gardaient à la maison, parce que des grands-parents, des fois, ils peuvent se retrouver avec 3, 4 petits-enfants, aussi, s'ils sont capables de le faire. Hein? Ce n'était pas une obligation, mais s'ils pouvaient le faire, ils pouvaient se retrouver avec plus qu'un enfant. Moi, j'étais chanceuse, j'étais toute seule. Chanceuse ou pas chanceuse, mais en tout cas, j'étais toute seule avec mes grands-parents, parce que ma mère, elle avait seulement un frère, et donc son frère a marié une Québécoise qui n'a jamais accepté de donner son enfant à sa belle-mère. Donc, vous pouvez comprendre aussi. Donc, c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, la tradition est la coutume, parce que c'est pas une tradition, mais que la coutume maintenant se fait presque plus chez nous. De façon, avant ça, c'était quand on se mariait entre Abénakis, ça allait de soi. Mais quand on commence à marier des gens d'une autre culture, c'est pas évident. Hein? Je suis pas venue au monde en 1700, là. Donc, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont changé. Puis, quand je rencontre des enfants dans les écoles, des fois, ils me disent « Ouais, mais toi, tu as quel âge? » Tu sais, parce que je parle des choses en 1700, 1715. Ah ben, je suis très vieille. Donc, ça, c'est la tradition orale. Hein? La tradition orale qui nous raconte des histoires comme s'il l'avait vécu. Mon grand-père n'était pas là en 1700 non plus, mais les histoires qu'il m'a racontées, moi, c'est comme si lui, il était là aussi. Hein? Donc, comme je ne suis pas née en 1700, mais même en 1700, on avait déjà notre missionnaire, un missionnaire jésuite qui était chez nous à la mission, parce qu'avant de s'appeler Odanak, ça s'appelait Mission Saint-François. Mission Saint-François de Sales, parce que les jésuites aimaient bien Saint-François. Saint-François de Sales, Saint-François Xavier, il y avait des Saint-François partout. Ça complique les choses quand on fait des recherches, parce que c'est Saint-François. Mais donc, il y avait déjà des jésuites. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, puis nous, on était convertis depuis
depuis, c'est-à-dire convertis, là, on va mettre un petit guillemet, mais on était baptisés depuis aux alentours de 1650. Les Abénakis ont commencé à se faire baptiser. Pourquoi? Parce que c'était une condition pour être alliés avec les Français. Donc, là, on ne parle pas de foi, on ne parle pas de conversion, on ne parle pas de rien de ça. Hein? On ne convertissait pas, on baptisait d'abord. Et donc, nous, comme on voulait être amis avec les Français, pourquoi on voulait être amis avec les Français? Bien parce qu'on avait des Anglais qui nous poussaient là, de notre territoire. Puis, il y avait des Hollandais qui fournissaient des armes aux Iroquois qui étaient de l'autre côté de notre territoire. Ce qui fait qu'on était pris entre deux fusils, je dirais. Et que nous, on se disait, bien, ça nous en prend des fusils. Hein? Il va falloir qu'on ait aussi des fusils. Ça ne se peut pas que nous, on ait juste des arcs et des flèches. Et donc, on savait que d'autres nations alliées s'étaient alliées aux Français, puis qu'il y avait eu des fusils. Donc, on s'est dit, bien, on va s'allier aux Français. Mais pour ça, il fallait être baptisé. Donc, pour nous, le baptême, au départ, 1650, si je retourne dans la tête, je pense, de mes ancêtres, parce que mon grand-père m'a raconté ça comme ça, c'est que ces gens-là voulaient entrer en alliance avec les Français, ils voulaient avoir des armes. Donc, pour eux, le baptême, c'est un rituel d'alliance. Ça n'avait rien à voir avec une religion. OK? Donc, c'est un rituel d'alliance. Et donc, puis je dis souvent en blague que les Abénakis se sont fait baptiser à la file indienne. Parce que justement, on voulait être alliés, puis on voulait avoir ce que les Français avaient en échange. Et donc, c'était comme ça. Puis par la suite, ben, on a eu, on était nombreux à quitter notre territoire traditionnel pour aller vers le nord parce que ben, on était repoussés, puis là-bas, il n'y avait pas de négociation possible. On se faisait éliminer sur place. Donc, on a décidé justement de faire en sorte que les gens s'éloignent. Et puis là, ben, on est arrivé à Sillery. Peut-être que ceux qui ont vu l'histoire un peu, je sais que plusieurs nations amérindiennes, les Algonquins, les Hurons, alors les gens étaient à Sillery. Les Premières Nations, à ce moment-là, ils étaient à Sillery, avec des missionnaires. Mais là, nous, on arrivait, on était beaucoup trop nombreux. Hein, des vagues là, qui arrivaient de réfugiés abénakis qui se sauvaient de leur village, avec les familles et tout ça. Puis on arrivait à Québec, à Sillery, où les premiers sont arrivés là. Rapidement, on s'est aperçu, les Français se sont aperçus que là, on était trop nombreux, les Abénakis, on ne pourrait pas être à Sillery. Donc, ils nous ont octroyé une place à Charny, qui n'était pas Charny encore, mais qui est devenu Charny par la suite. Et donc, on est resté là avec notre missionnaire pendant plus de 15 ans. Jusqu'à ce qu'on vienne s'installer sur le bord de la rivière Saint-François. Et donc, on était déjà baptisés, on était déjà convertis, OK? On était déjà chrétiens quand on est arrivé à Odanak. Donc, comme je vous dis, la conversion s'est faite lentement. Toutes sortes de choses qui sont arrivées aussi dans la vie des Premières Nations qui fait qu'on s'est rapproché de l'Église ou on s'est éloigné de l'Église, puis bon, alors il y a tout ça que je pourrais répondre à vos questions si ça vous intéresse. Mais donc, l'idée, c'est de vous dire que moi, je suis baptisée, moi, je suis chrétienne. Je vais vous parler de la spiritualité. Je fais aussi des gestes de spiritualité, puis pour ma part, je ne trouve pas que c'est incompatible. Mais, puis même, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de liens. Mais pour d'autres, Premières Nations, c'est vraiment quelque chose de séparé. On a des gens qui sont dans la tradition qu'on appelle traditionnaliste. Donc, eux, ils sont dans la spiritualité, pratiquent la spiritualité, les cérémonies, les rituels, et ont fait la coupure avec les églises. Ils sont simplement dans ça. Et c'est souvent un moyen pour eux de guérison. Et pour d'autres, ben,
c'est l'inverse. Ils sont maintenant catholiques ou anglicans. Et ces Premières Nations-là, surtout les aînés, ont fait la coupure avec la spiritualité traditionnelle, la spiritualité des Premières Nations, et ils ne veulent rien savoir de ça. Et je vous dirais que ça, c'est pour la religion catholique et puis anglicane. Puis maintenant, il y a au niveau de ces églises-là, il y a des démarches qui sont faites pour introduire, pour garder, pour faire en sorte que cette spiritualité-là soit vivante à l'intérieur de l'Église, pour ceux qui pratiquent, ceux qui sont chrétiens puis qui pratiquent. Mais il y a d'autres religions qui arrivent, là, ou d'autres sectes qui arrivent et puis qui, eux autres, font vraiment... moi, j'ai l'impression des fois de me retrouver encore comme en 1700 où c'est pas possible de vivre les deux spiritualités, alors qu'on voit qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Je vais vous parler davantage de comment ça s'exprime. Comment ça s'exprime, cette spiritualité-là? Puis, la religion catholique, je n'ai pas besoin de vous en parler, vous la connaissez. OK? Mais comment ça s'exprime? Donc, la première chose qu'on doit regarder, focuser, c'est qu'on a deux façons de voir le monde différentes. Alors, la façon de voir le monde, comment on dit, comment vous voyez le monde, toute la partie occidentale voit le monde, on voit le monde de façon linéaire. Linéaire, chronologique, on part d'un point A, on s'en va au point Z, puis le point Z, c'est la mort, puis des fois, en tout cas, c'est comme on s'en va là, sur la ligne du temps. Et on montre ça même aux petits, les petits apprennent de cette façon-là. À l'école, on voit dans les classes, et puis il y a une ligne du temps. Donc, c'est la façon d'apprendre, de regarder le monde à travers la ligne du temps. Avant, aujourd'hui, hein? Puis on s'en va vers demain, incertain. Alors que nous, le passé est en avant. Ça peut vous surprendre, mais le passé, on le voit. On sait, en tout cas, on sait de quoi il est fait. Derrière, c'est l'avenir. On ne le voit pas, l'avenir. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on n'est pas les seuls à penser de même. En Chine, il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon-là aussi. Le passé est accessible. Le présent, on le vit, mais le futur, c'est inconnu. C'est derrière. Donc, c'est comme ça, d'abord, ça vous montre que c'est une autre façon de voir le monde, hein? Parce que habituellement, le passé, tout le monde va dire le passé. Bien, nous autres, non, c'est l'avenir, pardon. Et donc, l'autre chose aussi qui est sur la forme, alors nous autres, on utilise beaucoup la forme du cercle, et ça, c'est commun à toutes les... Puis pas juste aux Autochtones d'ici, mais aussi aux Autochtones ailleurs dans le monde. Souvent, on va retrouver cette façon circulaire qui est, pas pour dire qu'on tourne en rond tout le temps, mais simplement dire qu'on fait un tout. Le cercle, c'est enveloppant. C'est une sécurité, c'est la maison. Les maisons étaient rondes chez nous, il faut dire. Hein, ça, aujourd'hui, ils sont plus rondes, là, mais les maisons étaient rondes. Donc, ce n'était pas seulement un symbole abstrait, c'était un symbole concret. Donc, les maisons étaient rondes, que ce soit des wigwams ou des tipis, peu importe, mais ce n'était pas des maisons carrées. Hein, c'était des maisons, ou des maisons longues, mais c'était des maisons la plupart du temps rondes. Et souvent, les villages étaient aussi en cercle. Puis, il y avait un feu au centre. Hein? Donc, c'était souvent cette configuration-là qu'on retrouvait, puis c'était pas par hasard, parce qu'on aurait pu mettre ça en ligne. Hein? Les Français ont fait des belles lignes de peupliers. Il n'en reste plus beaucoup, hein, quand les premiers Français sont arrivés. Donc, mais nous autres, c'était la forme circulaire. Circulaire qui veut dire qu'on a une vision, notre vision du monde est aussi basée sur le passage du temps. Le passage du temps, autant le passé, le présent et l'avenir. On est dans un cercle et c'est comme le cycle des saisons. Tout est en cycle et
On ne vous apprend rien, hein? C'est comme ça, la vie c'est comme ça, c'est un cycle. Puis il y en a qui ont un cycle rapide, puis d'autres des cycles plus lents. Hein? Et donc pour nous, cette façon-là, c'était logique, c'était ancré dans ce qu'on voyait, dans notre environnement, okay? Même si le mot n'existait pas. Nous, on ne parlait pas d'environnement, on parlait de territoire. Okay? Et donc, c'était ancré dans le territoire, ce cercle-là. Et dans le cercle, on pouvait aussi, bon, là je vous parle des temps passé, présent, avenir, mais ben oui, le cycle des saisons, hein, ça c'est évident, bon, qu'on en ait 4 ou 6, parce que la plupart, aujourd'hui, on parle de 4 saisons, puis le chiffre 4, c'est très important, là, on va y revenir, mais chez plusieurs nations, c'est 6 saisons qu'on retrouve. Et puis, je pense que de plus en plus, on devrait penser à 6 saisons plutôt que 4. Parce que, je vous dis lesquelles qui sont les... Donc, il y a c'est sûr l'été. Hein, l'été. On ne commence pas par l'été d'habitude, mais là, je vais commencer par l'été. Donc, l'été, l'automne, okay, le pré-hiver, l'hiver, le pré-printemps et le printemps. Hein? Donc, il y a pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, on dit, ben là, c'est l'hiver. Au mois de novembre, là, l'eau commence à figer en glace. Là. C'est pas encore l'hiver. Quand est-ce que c'est l'hiver? Quand il y a des grosses tempêtes de neige? Peut-être. Mais des fois, les tempêtes viennent juste à mois de janvier, puis des fois, c'est de redout de janvier, puis là, on ne sait plus quelle saison on est. Mais c'est ça, c'est qu'il y avait le pré-hiver, c'est que là, on savait que l'eau n'était pas gelée suffisamment, c'était dangereux d'aller sur l'eau. La glace ne porte pas. Donc, ça nous amène à développer d'autres activités pour survivre. On ne va pas là parce que on laisse le temps à la nature de s'endormir comme il faut. Ensuite, c'est l'hiver. Ensuite, la même chose pour le printemps. Pré-printemps, ça veut dire que là, on ne va plus sur l'eau, on ne va pas encore la glace. Là, elle revient molle, là, puis donc, après ça, c'est le printemps, puis ensuite, c'est l'été. Donc, aujourd'hui, avec les changements climatiques, là, il va falloir qu'on s'ajuste. Peut-être qu'on va se retrouver avec 10 saisons. Donc, c'était une façon de voir le monde avec ça. Puis ensuite, bien, il y avait toute la présence, on parle de choses qui sont sur la terre, qui nous entourent, mais on avait aussi une conscience de ce qui était en haut. On lève nos yeux pour regarder les astres. Là, en fin de semaine, je suis ici, puis en fin de semaine, chez les Wendat, chez les Hurons-Wendat. Chez les Wendat, c'est la fête des Pléiades. Les Pléiades, qui sont, hein, c'est les Pléiades, là. Qui parle de ça maintenant, les Pléiades? Personne. Mais chez les Hurons-Wendat, on fête ça, on célèbre ça pendant 3 jours. Alors, c'est comme la fête de mi-hiver. OK? Donc, ils font ça. Donc, ils sont en train de fêter en ce moment. Donc, on regarde ce qui se passe au ciel. Il y a des constellations qui nous parlent. Il y a des choses, il y a des moments où on dit « Ah là, cette étoile-là, à l'été, elle est là. » Alors, on regarde le monde qui nous entoure parce que c'est ça qui nous dit comment on fonctionne. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va faire des cérémonies ou des rituels ou qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va célébrer? Bien, c'est tous ces signaux-là. Il faut être attentif à tous ces signaux-là. Alors, puis ça change, ça tourne aussi. Alors, on se rend compte que le ciel n'est pas statique. Hein? Donc, c'est la Terre qui tourne. Mais dans notre tête, nous autres, c'est le ciel qui se promène. Donc, c'est comme ça. Et les lunes, le soleil et la lune. Le soleil, je vous ai dit que c'est important. Nous, on est le peuple du soleil levant. Hein? Les premiers à voir le jour. Donc, on célèbre ça. Il y a des choses dans notre tradition qui fait qu'on souligne le fait qu'on est les premiers à voir le soleil. Et je vous dirais que on a une grande responsabilité aussi parce que, ben, peut-être moins aujourd'hui évidente, là, mais autrefois, comme on était les premiers, puis
comme on se rendait compte qu'en décembre, un solstice d'hiver, on avait une perte de lumière, que le soleil se couchait de plus en plus tôt, se levait de plus en plus tard, et donc on avait peur que le soleil se couche, ne se relève plus. Et pour cette raison-là, on devait se mettre en marche, tous les gens de la côte, tous les gens, les Waban, tous les Wabanaki, on devait faire des rituels ou des cérémonies ou des chansons pour faire en sorte que le soleil, il se relève, là. Et puis ça durait, en tout cas, à peu près à la période qui est Noël. Hein, cette période-là. Et d'ailleurs, vous voyez déjà le jour rallonge, là. Hein? Donc, dans la période autour du solstice, il y avait beaucoup de célébrations, justement, pour faire en sorte. Aujourd'hui, on n'a gardé qu'un chant. On ne fait plus les rituels, on fête Noël. Hein? On a changé, mais en même temps, on se rappelle de cette histoire, de cette tradition, et on chante un chant au soleil. Et le chant au soleil, c'est simple, c'est Yanne ho, 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 yanne ho. C'est simple, mais c'était un chant qui était, au lieu de faire la salutation puis se dire bonjour, on se disait yanne ho. Yanne ho, yanne ho. Et puis le dernier qui se couchait le soir, là, le premier qui se lève, le premier coq qui chante, hein, il chantait Yaneho. Des fois, on en aimait mieux qui dorment. Là. Mais, puis la même chose, le dernier à s'endormir devait, quand il constatait qu'il était pas mal dans les derniers, chanter Yaneho, Yaneho, pour s'assurer que le lendemain matin, on reparte. Puis, ça marche encore. Le soleil est toujours avec nous autres. Hein? Donc, ça, c'est des choses qui sont restées dans la tradition, même s'il y a beaucoup d'autres traditions qui sont entrées par la suite. Il y a des choses dans la tradition qui sont restées, mais c'est des bribes qui restent, alors que toute l'organisation, la façon de voir le monde, maintenant, elle peut rester, mais dans la pratique, dans les cérémonies, dans les rituels, ça a beaucoup changé. OK? C'est comme aussi dans la religion catholique. Hein? Il y a plein de choses qui changent. Alors, nous aussi, c'est des choses qui changent. Et donc, c'est cette particularité de voir le monde dans le cercle. Je vous dirais que c'est aussi, pas simplement pour le passage des saisons, tout ça, mais c'est aussi pour intégrer tout le monde qu'on connaît, tout ce qui est vivant. Hein? Tout ce qui est vivant. Donc, tout ce qui est vivant, comme, par exemple, puis je vous disais que le chiffre 4, là, il est important pour nous, parce que c'est quand on monte le wigwam, quand on monterait le wigwam, on dirait aujourd'hui le tipi, on monte d'abord 4 perches. Ensuite, on en monte d'autres. Mais on en monte déjà 4. 4, c'est vraiment le chiffre 4 pour nous, autant que le chiffre 3 chez les chrétiens est important. Pour nous, le chiffre 4 est important. C'est comme, ça fait le tour de notre univers. Okay? Donc, dans ce cercle-là, on retrouve tous les règnes. Hein? Le règne minéral, le règne végétal, l'animal et l'être humain. Dans le cercle. Et toutes ces choses-là sont liées. Aujourd'hui, on le sait, c'est les écologistes, puis tout le monde va vous dire, oui, on est tous liés, puis ça fait du sens. Mais longtemps, on était déconnectés de ça. Pour nous, la pierre a du sens. Pour nous, l'arbre a du sens. Tout ce qui est vivant a du sens. Pour nous, la pierre est vivante. Elle vit juste plus lentement que nous. Hein? Donc, c'est vivant. Et tout ce qui est végétal, bien sûr. Puis le végétal, nous, on intervient. On peut intervenir aussi parce qu'on faisait des jardins. OK? Et puis, bien sûr, il y a tout le règne animal qui n'est pas au service des humains. Hein? On a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain en dernier. Mon grand-père disait que la pierre n'avait pas besoin de nous pour vivre. Le végétal a déjà besoin de la pierre. L'animal a besoin de la pierre.
et du végétal pour vivre. Et nous, on a besoin de l'animal, du végétal et du minéral pour vivre. Donc, mon grand-père me disait qu'on était les plus dépendants de ce qui nous entoure. Donc, on a un devoir de protection, de protéger ce qui nous entoure parce qu'on est les plus vulnérables. Alors ça, c'est vraiment un discours que moi j'ai entendu petite, pas comme ça, mais genre, pour mes oreilles d'enfant. J'ai entendu ça, que nous autres, on était les derniers dans le cercle, puis il fallait faire attention à tout le reste. OK? Et donc, puis ça, c'était quelque chose qui était vraiment, quand je suis allée à l'école primaire, j'ai appris l'inverse. Puis là, je ne comprenais pas. Qu'on était, tout d'un coup, on devenait le summum de la création. Parce que là, on voyait des choses en pyramide, que nous autres, on était en haut, puis que les animaux, puis que la terre, on n'en parlait même pas. OK? Donc, c'était des choses qui, ça ne m'a pas bouleversée, là, je ne me posais pas trop de questions, mais j'apprenais des choses différentes. Puis je voyais qu'il y avait des façons, alors que moi, je pensais que tout le monde était indien, là. Je vous dis ça aujourd'hui parce que dans le temps, on disait qu'on était des Indiens. Donc, moi, je pensais que j'étais indienne, mais que tout le monde était indien. Je pensais qu'Indien, ça voulait dire humain. Que tout le monde était des Indiens jusqu'à ce que j'aille à l'école, puis que là, les professeurs ont dit, on a une Indienne avec nous autres. Fait que là, c'était comme là, je ne comprenais pas trop, mais en tout cas. Donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi, comme je dis souvent, on apprend aussi votre monde. On a appris le nôtre, enfin, ce qui en reste, et on a appris à vous connaître. Bien souvent, l'inverse n'est pas vrai. Et donc, donc j'ai appris ça. J'ai appris que tout était lié, que nous, on était les plus vulnérables, et que donc, on avait un devoir de protection. On doit protéger ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, dans la tradition, vont dire, nous, on est des protecteurs de la terre-mère. La terre, c'est notre mère. C'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui nous abreuve, c'est celle qui nous guérit. Les plantes, tout ça, là, Donc, c'est notre mère. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, des guerriers de la terre-mère, qui se lèvent pour dire... Puis chez nous, il y a les gens qui gardent le feu. On peut mettre un symbole, le feu, c'est le symbole de la culture aussi, pardon, mais c'est le symbole aussi de l'engagement. C'est le symbole. Donc, on a des guerriers qui sont guerriers du feu, on ne parle pas de fusil, là. Ça, c'est des chasseurs. Mais on a aussi les femmes qui sont les guerrières de l'eau. Celles qui gardent l'eau, les gardiennes de l'eau. Et aujourd'hui, on a bien besoin d'entendre ce discours-là. Alors, il va falloir qu'on parle plus fort, parce qu'on garde ça pour nous, on fait des cérémonies, on fait des chants pour l'eau, on fait des rituels pour l'eau, mais puis on a commencé à faire des marches, là. Mais là, il va falloir qu'on fasse plus pour que les gens embarquent avec nous autres, parce que l'eau, c'est tellement important pour la vie. OK? Donc, pour nous, pour moi, comme femme, Première Nation, puis comme femme Abénaquise, c'était ça aussi, les femmes étaient les gardiennes de l'eau. Et les hommes étaient les gardiens du feu. Donc, puis là, on peut regarder, oui, la femme va chercher de l'eau à la rivière, va chercher de l'eau, mais ça dépasse ça, là. On rentre dans le rôle sacré, OK? De gardienne de l'eau et gardien du feu. Donc, ça fait partie aussi de l'ensemble de ce que... puis bien sûr que là, j'ai pas parlé des lunes. Il y a tout le système des lunes qui est important. On en a parlé brièvement. Pardon. Donc, les lunes, parce que nous, on en a 13. On a 13 lunes. On n'a pas 12 mois, on a 13 mois. Les ancêtres, avant, ceux qui travaillaient la terre, ils travaillaient beaucoup avec les lunes. Même si maintenant, on se retrouve avec 12 mois, là,
Il y a quand même des gens qui fonctionnent avec les lunes. Pleine lune, nouvelle lune, c'est quand même important. Donc, 13 lunes, pourquoi 13? Chacun, on avait notre façon de nommer nos lunes. Dans toutes les nations, on a des noms qu'on donne à différentes lunes, aux 13 lunes, ont des noms différents. Et les noms différents, souvent, vont se référer à une activité qui est importante dans la communauté, ou un animal qui, à ce moment-là, met bas, donc on ne peut pas chasser, ou peu importe, mais souvent, le lien avec la Lune indique ça aussi. Donc, c'est une activité ou une non-activité qu'on doit faire dans ce mois-là. Donc, pour les Abénakis, il y a des lunes aussi qui font référence à ce qui se passe dans la nature. Par exemple, Panibagos, qui est le mois d'octobre, le mois des feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent. OK? Mais il y a plusieurs noms qu'on peut donner, mais il y a ces références-là aussi. Le Mzatanos, le mois de novembre, c'est l'eau qui fige en glace. Alors, c'est là où on commence, peut-être pas à avoir des gros gelées, mais assez pour que l'eau commence à figer. Tu sais, on toque dessus, là, puis ça se défait, là, ça commence. Alors, ça, c'est le mois de novembre. Alors, il y a des mois, mais il y a d'autres mois où ça fait référence à quelque chose de particulier. Par exemple, vous savez maintenant qu'on célèbre la Journée nationale des Autochtones le 21 juin. Ben, c'est bien, c'est super, je suis contente. Ça fait juste 40 ans qu'on demandait ça. Donc, ça n'a pas pris 300 ans. Donc, ça n'a pas été donné gratuitement. Il a fallu se battre pour avoir une journée nationale pour nous, parce qu'on trouvait qu'il y avait une journée nationale de toutes les nations. Tous les gens qui sont arrivés ici célèbrent leur fête nationale. Et puis, ben, il n'y en avait pas pour nous. Donc, et puis on a fait consensus en se disant que le 21 juin, c'était une date, solstice d'été, c'était une date importante pour toutes les nations autochtones à travers le Canada. Donc, probablement aux États-Unis, mais donc c'était important. Donc, c'est la date qui a été choisie pour proposer pour devenir la journée nationale, et c'est ce qui est là depuis 1990, en fait. Donc cette journée-là, ça rappelle le solstice, mais ça rappelle aussi, pour nous, ça rappelait aussi le temps des petites fraises. Ah oui, ha ha, ah oui, ah guandoda, ah oui, ah ha. Hawiya Gwandoda, Hawiya ha, 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 Hawiya Gwandoda, Hawiya ha. Hawiya Gwandoda, Hawiya ha, Hawiya Gwandoda, Hawiya ha, Hawiya Gwandoda, Hawiya ha, Hawiya Gwandoda, Hawiya ha, Hawiya Gwandoda. C'est la chanson des petites fraises. C'est la chanson qui célèbre l'arrivée des petites fraises. Remarquez ce qui se passe autour de nous. Là, c'est enfin le premier petit fruit qui pousse, qui est sucré, qu'on va pouvoir se mettre en bouche. C'est magnifique. Il faut célébrer ça. Aujourd'hui, moi, je demandais ça aux enfants à l'école. C'est quand les petites fraises? C'est quand les fraises? Ben, ils ne savent pas, eux autres, parce qu'à IGA, il y en a l'année. Donc, c'est vraiment célébrer la petite fraise, c'est le solstice d'été, hein? C'est le moment, c'est ça qui annonce l'été chez nous, plus qu'une date sur le calendrier. C'est l'arrivée des petites fraises. Et la fraise avait quelque chose de spécial, puis chez nous on l'appelle Msqueaky Mint, ça veut dire le fruit rouge, le premier fruit rouge. Chez les Algonquins, Anishinaabe, c'est Odaimon. Odaimon, c'est le fruit du cœur. Donc, c'est comme en forme de cœur. Donc,
Puis à Kanawake, chez les Mohawks, on célèbre aussi la petite fraise. C'était célébré partout. C'était le moment du solstice d'été. Et c'était aussi particulier parce que dans nos langues, la fraise est le seul fruit qui est vivant. C'est-à-dire qui est animé. Parce que dans nos langues, nous, on n'a pas de genre masculin-féminin. Le masculin n'emporte pas sur le féminin, ça ne marche pas de même. Nous autres, t'as un homme, t'as une femme, c'est ça, des garçons, une fille, c'est sûr, mais on ne met pas de genre à des objets ou à des choses. On dit c'est soit animé ou inanimé. Et c'est ça qui fait nos genres, animé et inanimé. Puis quand on dit inanimé, ça ne va pas de soi. Ou quand on dit animé, ça ne va pas de soi. On pourrait dire, c'est vivant, c'est facile, un animal, c'est animé. Mais si on parle d'un chevreuil, par exemple, qui va être animé, mais la viande de chevreuil elle est inanimée. Quand on parle du chevreuil, de sa viande, c'est inanimé. Donc, vous voyez qu'il y a tout plein de subtilités qui se fait dans la langue. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je vous parle de la fraise qui était animée, alors que la framboise est inanimée. Le bleuet est inanimé. Puis là, on dit, voyons, comment ça, c'est un fruit aussi, puis c'est bon. C'est que la fraise, elle pousse, c'est le premier fruit, donc pour nous, c'est la mère des fruits. Et donc, s'il n'y a pas de fraise, il n'y aura pas d'autres fruits. Ce qu'on n'espère pas qu'il va arriver. Donc, et puis on commence avec la fraise, et puis on termine à l'automne avec la canneberge, la toka. Et donc, ça fait toutes les saisons, le début, et puis à la fin, la toka, qui est animée pour nous aussi. C'est le dernier fruit. Et quand on fait des cérémonies, maintenant, peu importe la cérémonie, quand on fait des cérémonies ou des jeûnes, souvent on va offrir à la fin, pour briser le jeûne, un breuvage qui est fait à partir de la fraise et de la canneberge. Parce qu'on a les fruits comme de toute la saison de fruits. Hein, c'est la saison des fruits. Donc, ça, c'est des choses qui sont pas nécessairement connues. Et puis que quand les gens viennent pour des cérémonies ou des choses, on ne leur dit pas nécessairement, mais on continue à le faire. Donc, c'est autrement que dans les... Donc, il y avait des moments forts. Autant le Yanéo, là, que j'ai parlé tantôt pour l'hiver, que pour le solstice d'été. Donc ça, c'est un peu, ça marquait aussi qu'à chaque lune différente, il y avait des familles qui se mettaient en action. Il y avait des familles pour qui cette lune-là faisait en sorte qu'eux, ils étaient habilités à faire les choses cette lune-là. Pas tout le monde, mais il y avait des gens qui étaient comme les leaders de cette lune-là. Ce qui veut dire que dans notre cercle-là, chacun avait sa place. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, c'est pas la même personne qui était les leaders partout. Il y avait des leaders pour chacune des choses. Et à ce moment-là, chacun était mis en valeur pour ses connaissances. Donc ça aussi, c'est important de voir comme on peut avoir chacun notre place à un moment donné, même si c'est petit, ce qu'on a à faire. Puis je vous donne des idées d'activités, par exemple, des gens qui étaient habilités à faire certaines activités pour la cueillette des bébés fougères. Mais ce que vous appelez les têtes de violon, parce que nous autres, des violons, on n'avait pas. Fait que c'était des bébés fougères. Donc, ceux qui faisaient la cueillette des bébés fougères, c'est pas tout le monde. Il y avait des gens aussi qui étaient habilités pour aller chercher certaines herbes qui étaient nécessaires pour guérir nos maux de foie. Hein? Ou d'autres sortes Donc, il y avait des familles qui étaient habilitées, puis ils savaient qu'à quel moment c'était leur tour d'aller chercher ça. Donc, ça faisait en sorte que ça faisait une harmonie dans le sens que chacun avait sa place. OK? Chacun avait sa place, donc il n'y avait pas de compétition. On parle plus de collaboration. Hein, il n'y avait pas de compétition, mais c'est chacun, parce que chacun profitait des habiletés des autres, en fait. Donc ça, c'est important, quand on parle des lunes, de parler de cet aspect-là. Maintenant, si on retourne
Au début, j'aurais dû commencer par ça, mais j'ai pas commencé par ça. Mais j'aurais dû commencer par ça. La première chose qu'on pose, c'est l'histoire de la création. Parce que ça dit tout. L'histoire de la création, c'est notre Bible. C'est comment on voit le monde, mais quelle est notre place dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et comment on doit... Quelle responsabilité on a envers la création, envers tout ce qui est autour. Donc, l'histoire de la création, puis c'est ça qui est riche, c'est qu'elle est unique. Il y a des histoires de création pour chacune des nations. Donc, chez les Abénakis, on a notre histoire. Chez les Mohawks, ils ont leur histoire. Chez les Hurons, ils ont leur histoire. Bien, ça se ressemble parce qu'ils sont tous les deux Iroquois. Donc, ils ont une même base. Chez nous, on a une histoire différente. Comment on voit qu'on est arrivé sur la Terre, qu'est-ce qu'on fait ici? À donner un sens à notre vie. Donc, l'histoire des Abénakis, je ne vous la raconte pas parce qu'elle prend 7 semaines à raconter. Mais je peux vous donner des bribes, par exemple, parce que, je vous dis, ça prend 7 semaines. Dans la tradition, ça prenait 7 semaines. Aujourd'hui, on fait ça en 2 fins de semaine. On a réduit ça pour permettre aux gens d'avoir accès à ça, mais aussi parce que là, on n'a plus le temps de passer 7 semaines ensemble à se raconter des histoires. Donc, pourquoi autrefois, ça prenait 7 semaines? On commençait habituellement au début de février, OK, à la mi-hiver. On commençait à la mi-hiver à raconter cette histoire-là. Et puis, à chaque semaine, puis quand on arrive au bout de 7 semaines, les outardes arrivent. Les outardes arrivent, et puis pour nous, ça veut dire que c'est le temps de s'en aller vers les érablières. Les Abénakis faisaient du sucre d'érable. On allait chercher de l'eau d'érable. Donc, on savait qu'à ce moment-là, c'est la fin de notre histoire qui posait que les Abénakis étaient là, puis on devait se mettre en marche pour aller commencer notre activité, commencer nos activités pour survivre. Il fallait commencer déjà au printemps à ramasser. On dit souvent, les Amérindiens, eux autres, ils vivaient au jour le jour. Bien, peut-être que c'est vrai, on ne stressait pas à chaque jour. Là, mais par contre, il fallait penser, dès le printemps, à avoir des provisions pour passer l'hiver. Parce que l'hiver, c'était la saison. Puis encore aujourd'hui, les gens disent, on a passé l'hiver. C'est resté dans l'expression, parce que passer l'hiver, c'est pas facile. Même aujourd'hui, OK? Pour d'autres façons, pour d'autres choses. Donc, l'histoire de création, ben c'est là aussi où je me suis dit, avec l'histoire de la création qui était amenée par les missionnaires, qui nous parlaient de Adam et Ève, et puis, donc Adam et Ève, la création du monde en 7 jours, tout ça. On trouvait ça intéressant. On trouvait ça beau. On écoutait les missionnaires nous raconter ça, puis on trouvait ça beau. On s'est dit, c'est comme ça que les Français sont venus au monde. Parce que, tu sais, Adam, après ça, on a pris une côte, on a fait Ève, on trouvait ça beau. On ne savait pas, par contre, que notre histoire à nous, c'était pas aussi beau. Parce que les missionnaires disaient, non, ça, c'est des histoires. La nôtre, c'est la vraie pour tout le monde. OK? Alors, c'est là qu'on a eu des problèmes, dans le fond. Mais on a continué à garder la nôtre. On a continué à la transmettre. L'histoire, on la connaît encore aujourd'hui. Sauf que tout ce qui va avec, peut-être là aujourd'hui, c'est défait. On n'a pas vraiment suivi les rituels, les cérémonies qui étaient liés à notre histoire de création. Donc, l'histoire de création commence par un grand mystère. Alors, quand les gens disent « Est-ce que vous avez Dieu? » Bien, nous autres, notre Dieu, c'est un grand mystère. Alors, puis il paraît que les missionnaires, ils connaissaient ça parce qu'ils disaient tous que ça plein de mystères. Quand ils ne connaissaient pas les réponses, c'était des mystères. Donc, on s'est dit, nous autres aussi, c'est un grand mystère. Donc, on avait le grand mystère. Et ce grand mystère-là, quand il s'est retrouvé dans le vide ou dans l'univers, là, il a commencé à trouver le temps long, puis il s'est fabriqué un hochet pour faire de la musique. Nous autres, notre grand mystère, c'est un musicien. Il faut croire que nous autres, on chante beaucoup, puis on danse beaucoup, donc ça faisait du sens que notre grand mystère soit un musicien. Donc, on disait que le grand mystère jouait du hochet, puis en jouant du hochet,
ben, il y a eu des visions de ce que pourrait être le monde. Ça a fait naître chez eux des visions en juin. Mais là, il ne pouvait pas créer, lui, parce que c'est un mystère. Donc, la deuxième étape, c'est que par sa pensée, ben, il a fait naître deux créateurs. Un créateur masculin, puis un créateur féminin. OK? Qui est disons Daodak, puis Tiniwask, le grand esprit. Celui qui fait le monde matériel, puis celle qui donne la vie. Donc, nos créateurs, à nous, ils sont deux. Un homme et une femme. Puis c'est eux qui ont créé tout ce qu'on retrouve sur notre monde. Alors là, je vous passe tous les détails de la création, mais des montagnes, des pierres, des forêts. Et puis à chacune des choses qui sont créées, et qu'on se rappelle, parce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, mais des choses qu'on se rappelle, bien, on ne dit pas juste, bien là, il a créé le sapin. Des fois, ça peut prendre 3 jours pour parler du sapin. Parce qu'il a créé le sapin, mais le sapin, il sert à quoi? Il sert à quoi pour ma survie? Alors, c'est toute l'histoire du sapin ou des conifères. Qu'est-ce qu'on va chercher? La racine, l'écorce, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les aiguilles de pin? Toutes ces histoires-là étaient liées dans l'histoire de la création. Fait que là, vous pouvez vous imaginer que ça peut être long, ça peut prendre 7 semaines. OK? Donc, quand tout sur la Terre a été créé à deux, donc le matériel et puis le souffle de vie qui vient, ben là, le grand mystère était heureux parce qu'il trouvait que c'était beau. OK? Donc, il trouvait ça beau, mais il trouvait ça triste de ne pas entendre rire et chanter comme lui chantait. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le lien entre, comme le grand mystère, il jouait du hochet, puis il faisait des rythmes différents. Tout ce qui a été mis sur la Terre a été créé aussi avec des rythmes différents. Alors, il y a des animaux qui viennent au monde puis qui meurent après 24 heures. Il y en a d'autres qui vivent plus longtemps. Alors, tout a un rythme. OK? Et puis, on dit que, ben c'est ça. Donc, les créateurs ont dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériau qui va faire en sorte que les gens, que ces personnes-là vont pouvoir vivre et puis prendre soin? Donc, le premier matériau qui est venu à leur esprit, c'est la pierre. La pierre, on s'est dit, ça c'est robuste, c'est fort, c'est solide, on va donner la vie à la pierre. Donc, là, les créateurs sont mis ensemble pour créer des êtres de pierre, hommes et femmes, et puis on leur a envoyé le souffle de vie. Donc, ces êtres de pierre-là, moi, dans ma tête, l'image que j'en ai, c'est comme un Ninukshuk, les êtres de pierre. Alors ça, c'est les premiers êtres de pierre qui auraient été les ancêtres des Abénakis. OK? Et puis, ben, les êtres de pierre, ils étaient lourds, ils étaient gros, et puis ces êtres de pierre-là, ben, ils ne faisaient pas nécessairement attention aux plus petits que soi. Là. Ils étaient gros, ils étaient lourds, il y avait un cœur de pierre. OK? Donc, et quand les créateurs se sont rendus compte de ça, que c'était peut-être pour être même dommageable pour ce qu'il y a autour, ben là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas détruire. Nous, on est des créateurs, on ne détruit pas. Mais on peut transformer. Alors, on a transformé ces êtres de pierre à la dimension d'une feuille d'érable. À la feuille d'érable, c'est pas anodin non plus, mais je ne vous conte pas cette histoire-là. Mais je vous dis que, bon, dans la dimension de la feuille d'érable, et ces petits êtres de pierre, on dit qu'ils sont répandus partout. Il y en a sur le bord de l'eau, il y en a sur les montagnes, il y en a sur le bord des rivières et des lacs. Et ces petits êtres-là nous rappellent qu'il faut prendre soin. Parce qu'eux autres, ils sont rendus cette taille-là, c'est parce qu'ils n'ont pas pris soin. Donc, ils doivent prendre soin. C'est pas des êtres de pierre qui sont malins, ils ne sont pas méchants, mais ils nous rappellent qu'on doit prendre soin. Donc, puis mon grand-père disait qu'il fallait qu'on offre du tabac quand on rentre dans la forêt ou au bord de la rivière, on offrait du tabac. Parce que les êtres de pierre, ils aimaient ça beaucoup. Et que si on faisait ça, bien, on était sûr de faire un beau voyage.
au bord de l'eau, dans le bois, parce qu'on offrait du tabac. OK? Donc, parce qu'autrement, nos pieds pouvaient se prendre dans des racines, ou ben non, tu sais, pour avoir, peu importe. Donc, c'était les premiers êtres. Mais là, on n'avait pas les humains encore. Donc, le deuxième matériau qui est venu à la pensée des créateurs, c'était un arbre. On devrait faire des humains dans des arbres. Parce que ça, c'est un cœur chaud. C'est souple. Ça peut être souple, un arbre. Quel arbre? Alors, on a pensé au frêne. Le frêne, c'est un arbre qui est dur, mais à la fois souple, avec un cœur chaud. Et donc, on a sculpté des hommes et des femmes dans les frênes. Et quand les humains ont eu le souffle de vie, ils sont sortis du frêne de l'arbre, ils ont posé le pied sur la terre-mère, puis ils se sont mis à chanter. Yahweh Hané, Yahweh Hané, Yahweh Hané, Yahweh Hané. Donc, là, ça répondait à ce que le grand mystère avait vu dans sa vision, en fait, entendre rire et chanter. Donc, les premiers Abénakis, nous sommes le peuple au cœur de frêne. Donc, c'est le nom qu'on se donne par rapport à notre histoire de création. Alors que d'autres, ça va être des saumons, d'autres, ça va être d'autres histoires, mais nous, c'est vraiment le peuple au cœur de frêne. Et avec le frêne, bien, on fait tous nos instruments qui sont importants. Le tambour, le tour du tambour est fait en frêne. La peau, c'est le chevreuil, mais le tour du tambour, c'est la frêne. Les arcs étaient faits en frêne. Et aussi les paniers. Donc, c'est fabriqué en frêne. Le foin d'odeur, ça fait aussi partie des 4 herbes sacrées qui sont utilisées pour les cérémonies et les rituels. Donc, le foin d'odeur, mais aussi le cèdre, aussi la sauge et bien sûr le tabac. Okay? Donc, le tabac, j'en ai tout le temps. Okay? Et puis, le foin d'odeur, le cèdre, j'en ai ici aussi. Donc, cèdre, sauge, foin d'odeur, tabac. Donc, ça, c'est les 4 herbes sacrées qui servent pour les cérémonies, pour les rituels, pour les cérémonies. La première cérémonie qu'on fait, le premier rituel qu'on fait plutôt qu'une cérémonie, c'est la purification. Comme chez les chrétiens, on prend l'eau pour se bénir, l'eau bénite. Chez nous, c'est par la fumée qu'on se purifie. La sauge, c'est vraiment pour se purifier. La sauge, c'est l'élément masculin. Le foin d'odeur, c'est l'élément féminin. Le foin d'odeur, il pousse près des rivières, dans l'eau, alors que la sauge pousse dans des endroits secs. Donc, c'est vraiment le feu et puis l'eau. Donc, c'est les deux herbes qui servent aux cérémonies autant pour purifier. On dit que la sauge va servir à chasser ce qui est négatif, ce qui est méchant, ce qui est pas bon, nous mettre en harmonie. Et le foin d'odeur va attirer les bons esprits. Va faire en sorte. Donc, les deux sont importants. Et puis, bien sûr, le tabac, bien, comme je vous dis, on offre du tabac aux petits êtres des pierres, là, de pierre, mais le tabac est aussi offert pour la prière, qu'on va brûler au feu, qu'on va porter à un arbre, alors, ça aussi, ça reste. Le tabac c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va fumer, mais quelque chose qu'on va porter pour remercier. Une façon de dire merci. Même aujourd'hui, je vous dirais que ça survit. Et à travers le Canada, moi, j'ai expérimenté ça aussi. Je sais que ça se passe comme ça. Quand on demande à quelqu'un de venir faire des enseignements ou qu'on veut avoir un service, ben on arrive avec un peu de tabac. Donc, ça, on sait que les gens, à ce moment-là, respectent la tradition et puis ça ouvre notre cœur pour dire merci beaucoup. Donc, ça fait partie encore aujourd'hui des façons de faire, surtout avec les aînés. On apporte du tabac
aux aînés. Donc, j'ai apporté, je parle du tambour. Le tambour, j'ai parlé des herbes sacrées. Le tambour, qui est un instrument, qui est aussi un instrument sacré. Ce tambour-là, c'est un tambour d'animation. Je m'en sers dans les écoles et puis des fois, je permets aux enfants de jouer. Le tambour, c'est pas un instrument de musique comme les autres. C'est un instrument qui peut être sacré, comme les enfants, des fois, ils ont des choses, des objets qui sont sacrés, qu'ils veulent avoir juste pour eux autres, là, qui ne veulent pas que tout le monde touche. Bien, le tambour, c'est pareil. Le tambour, c'est pas un instrument de musique qu'on peut prendre comme une trompette ou comme une crécelle. Il faut qu'on demande la permission. Est-ce que je peux toucher ton tambour? Et puis, il ne faut pas être surpris si les gens disent non. Parce que des fois, puis je vous explique pourquoi ça peut être non. Parce qu'on donne notre énergie à notre tambour. C'est nous qui... Souvent, même il y a des gens qui fabriquent leur tambour, mais en plus, si tu le fabriques, bien là, c'est à toi. Dans mon cas, je ne l'ai pas fabriqué moi-même, mais c'est mon tambour, c'est moi qui m'en sers et c'est ma façon de communiquer avec mes parents qui ne sont plus là. Et donc, je ne veux pas que n'importe qui utilise mon tambour sans me le demander. Puis je vais lui expliquer que c'est important puis qu'on ne tape pas dessus n'importe comment. OK? Donc, il y a une façon de respecter cet objet-là qui, pour plusieurs, est un instrument sacré. Bien sûr, le tambour, bien sûr, la purification, mais aussi, bien sûr, ce qu'on a entendu, je ne l'ai pas apporté, là, mais le calumet. Hein? La fameuse pipe. Hein? Donc, le calumet, qui est aussi un instrument sacré, ce n'est pas tout le monde qui peut porter ça. Il y a des gardiens du calumet chez nous. Et ces gens-là ont été reconnus comme étant des gens qui pouvaient être des porteurs de calumet. Autant des hommes que des femmes, d'ailleurs. Mais c'est des porteurs de calumet. Donc, moi, je ne suis pas porteuse de calumet. Donc, ces gens-là portent le calumet. Ça ne veut pas dire qu'eux autres passent leur temps à fumer, là, ils ne fument pas. Mais ils ont le calumet qui est prêt. Quand il y a des demandes, les gens qui sont porteurs de calumet, ils ont une grande responsabilité parce que quand les gens demandent pour avoir une cérémonie du calumet, mettons, bien, ils doivent dire oui tout le temps. Ils doivent être disponibles tout le temps. Un peu comme un prêtre, peut-être, quand il est demandé à la rescousse, il doit être là. Le tambour, le calumet, deux instruments, deux objets sacrés qui servent pour les cérémonies. Le tambour, habituellement, on a un tambour qui nous appartient, mais souvent on est demandé pour en jouer lors de certaines cérémonies. Moi, j'ai pas dans le cercle des rituels, mais à l'intérieur des cérémonies chrétiennes. Souvent, on me demande pour aller jouer, par exemple, un baptême, d'aller jouer aux funérailles. Alors, je ne vais pas là d'emblée avec mon tambour. Si les gens ne me demandent pas d'être là pour jouer, je vais peut-être aller pareil, mais je ne vais pas être là pour jouer le tambour. Donc, j'attends que c'est un respect, là. Les gens me demandent, puis moi, je dis oui, mais je ne vais pas apporter mon tambour pour dire « Hey, je peux jouer du tambour ». Tu sais, donc, ça va avec chacun si c'est la volonté de chacun. Nous, on était des agriculteurs, hein? On était des gens qui faisaient des jardins. Donc, c'est sûr que pour nous, à l'intérieur des rituels, spécifiquement, les Abénaquis faisaient aussi des rituels ou des cérémonies pour saluer. On a salué la petite fraise tantôt, mais pour saluer aussi les semences. Quand on met les semences en terre, après ça, quand on fait les récoltes, il y a des cérémonies pour chacune de ces étapes-là. Alors, bien sûr, le maïs. Et puis, on faisait comme les Iroquois, là. On plantait les trois sœurs, comme on dit, mais nous autres, on ne les appelait pas les trois sœurs parce que ça fait référence à leur histoire de création. Alors, nous, c'est simplement maïs, OK? Maïs, scamone, et puis les fèves, et puis les courges, sans qu'on les appelle les trois sœurs. Parce qu'eux autres, c'est vraiment leur histoire de création. Donc, ce n'est pas nos trois sœurs à nous, c'est leurs trois sœurs à eux, OK? Mais c'est les mêmes... la même façon de faire les jardins. Donc, le maïs qui pousse en premier, ensuite, on plante, on sème en butte, on met une butte,
On met un grain de maïs, les maïs, bien pas juste un, mais on met le grain de maïs qui pousse en premier, et puis ensuite on plante la fève, les haricots, qui vont pousser plus lentement, puis qui vont servir de tuteur, le maïs en tuteur. Puis ensuite, le feuillage qui va se développer va permettre aux courges de pousser. Donc, c'était la façon de faire et c'était la façon qu'on faisait aussi. Puis il y avait des cérémonies pour chacune de ces étapes-là. Chacun aussi, on peut avoir notre sac de médecine. Alors, le sac de médecine, c'est un sac qui... Puis, comme on dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, vous êtes pas... On ne le dit pas. On ne vous le dit pas, ce qu'on a dedans. On met quelque chose dedans pour nous qui est important, qui est significatif. Ça peut être différent. Souvent, on va retrouver du tabac, on va retrouver des pierres, mais ça peut être une griffe d'ours, ça peut être... peu importe, chacun va mettre des choses pour lui qui est important pour lui. Donc, on ne va pas ouvrir ça, on ne va pas regarder ce qu'il y a dedans, puis on ne va pas demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que c'est une façon de respecter chacun ses croyances, ses valeurs, puis ce qu'il y a de... Si lui-même veut en parler, il n'y a pas de problème, mais on ne va pas demander. Donc, c'est le sac de médecine qui... Il y en a qui le portent tout le temps, il y en a qui l'ont tout le temps sur eux, un peu comme autrefois les gens mettaient des scapulaires. Hein? Donc, et puis, ben, des médailles. Moi, j'ai porté ça quand j'étais petite, là, un petit sac de médailles qui était accroché sur ma camisole. Ma grand-mère je partais jamais de chez nous sans voir mon petit sac de médailles accroché en dessous, ça paraissait pas, mais c'était là. OK? Donc, le sac de médecine, dépendamment de chacun, il y en a qui vont être ça va être plus petit, on le porte à l'intérieur, souvent. Pour les cérémonies, bien, on le monte pour montrer que nous, on suit la tradition. Donc, on le monte. Mais sinon dans la vie privée, souvent, on va le porter à l'intérieur. Capteur de rêve, souvent les gens... Parce que je prends le capteur de rêve pour parler des rêves. Le rêve, c'est la vie, ça. C'est important de rêver. Ah, les gens qui prennent des médicaments qui ne rêvent plus, là. Puis il y a des gens qui ne rêvent pas puis qui risquent d'être malades. Il faut rêver. C'est la vie, rêver. C'est notre grand mystère. Il a commencé par rêver la création. Alors nous, on doit aussi rêver. Mon grand-père, il disait que c'était important de rêver, pas parce qu'il avait appris la psychologie, mais il disait que c'était les ancêtres qui nous parlaient. Donc, si on ne rêve pas, ça ne va pas bien. Ça veut dire qu'ils ne nous reconnaissent pas, ou ben donc c'est important de rêver. Puis mon grand-père, lui, avec ma grand-mère le matin, ma grand-mère, c'était différent. Elle était longtemps à l'école, ce qui fait qu'elle avait moins attachée à ces croyances-là. Mais mon grand-père, lui, qui est allé juste 3 ans à l'école, donc pour lui, c'était important. Puis le matin, au déjeuner, lui, il racontait son rêve. Il racontait son rêve, puis des fois, ça prenait 1 heure. Mais on avait du temps pour déjeuner. Donc, il racontait son rêve, avec tous des détails. Il entendait de la musique, il me chantait des chansons qu'il avait entendues. En tout cas, il y en avait des... Tu sais, c'était avant les films, ça, là. Donc, il racontait ça, son histoire. Ma grand-mère, ça allait bien vite. Hein? Ça retournait bien vite à ses activités. Mais elle avait toujours de quoi raconter quand même, mais ça allait vite. Et puis quand ça venait mon tour, ben là, mon grand-père disait, ben, puis toi, tu as rêvé à quoi? Je m'en souvenais pas. Et puis, il dit, là, si les esprits ne te parlent pas, si les ancêtres ne te parlent pas, tu ne vivras pas longtemps. Et j'ai eu peur de mourir. Donc, je me suis forcée à rêver. Puis le matin, je racontais mon rêve. Des fois, j'en inventais à mesure. Et puis mon grand-père, je pense que lui, je pensais pour lui, il croyait ça, là, mais il me connaissait, hein? Fait qu'il devait savoir, mais à un moment donné, j'ai commencé à raconter des rêves que j'ai commencé à faire. Puis c'est vraiment un déclic. À un moment donné, c'est une technique, à un moment donné, tu pratiques et puis ça vient. Les gens ils disaient, ben là, si tu veux t'en rappeler, il ne faut pas que tu te lèves, il ne faut pas que tu t'ouvres les yeux. Ben, c'est pas vrai, ça. Hein? Des fois, ça te revient en pleine journée, là. Ah, c'est vrai, je rêve à ça. Hein? Donc,
Puis, je racontais mon rêve moi aussi. Fait que ça, j'ai appris vite à raconter mon rêve. Puis quand je suis devenue ado, puis que je suis devenue jeune adulte, et que je suis allée étudier à l'université, je demeurais avec 2 Québécoises, puis le matin, je racontais mes rêves. Puis à tous les matins, bien, les Québécoises ils ont dit, puis toi, tes rêves, là. Parce qu'eux autres, là, tu sais, une fois, c'est correct, si tu as quelque chose d'extraordinaire à raconter, mais à tous les jours. Mais il y a des fois où il y a des rêves qui me venaient qui étaient tellement stressants pour moi, là, qu'il fallait que j'appelle chez nous. Je racontais mon rêve au téléphone. Ça me coûtait cher de longue distance. Ça, c'était avant les cellulaires. Hein? Donc, tout ça pour vous dire que les rêves, dans toutes les nations autochtones, rêves, visions, c'est des choses qui font partie de la vie autant que ce qui est matériel, OK? Que la prière. Il faut rêver. Hein? Parce qu'on dit que c'est la voix des ancêtres. Les gens, tantôt, me demandaient si on croyait à plusieurs dieux, si... Nous, on a un grand mystère, OK? Le grand esprit. Maintenant, beaucoup de gens, surtout ceux qui ont été influencés beaucoup par la création, vont les appeler créateurs, le créateur. Mais ce n'est pas un terme qu'on employait pour le grand mystère. C'était le grand esprit. Donc, le grand esprit, pour nous, c'est un. Hein? Un ou une, mais c'est un esprit. Mais on n'a pas d'ange, mais on a tout l'esprit de nos ancêtres. Tous nos ancêtres qui sont partis, ben c'est tous des gens qu'on peut prier. Pour nous, c'était ça. Parce que mon grand-père, il me disait, ben c'est beau Sainte-Catherine, c'est beau Sainte-Marguerite, c'est beau, mais ils ne nous connaissent pas, eux autres. Ceux qui nous connaissent, c'est tes parents, c'est tes grands-parents. Puis moi, je ne m'étais pas posé de questions, sont-ils saints, sont-ils pas saints, là? Hein? Donc, on avait une prière comme ça qu'on adressait à nos parents qui étaient partis. Et donc, qui faisait que... Et puis, ben, il y a tout le rappel des gens qui sont partis. Comme j'ai chanté, vous avez remarqué, des chansons chantent 4 fois la même chose. 4, important, 4. Pour l'Est, pour l'Ouest, pour le Sud, puis le Nord. OK? Donc, les 4, on chante 4. Mais il y en a un, le 3e, qu'on chante sans musique. Vous avez peut-être remarqué ça aussi. Hein, la 3e fois, je le chante, pas de musique. Alors, ce chant-là, le 3e qu'on fait, c'est pour les ancêtres. Alors, pour qu'ils nous entendent, à chaque fois, dans chacune des chants qu'on fait, on a toujours une pensée pour nos ancêtres ou nos parents. Nos ancêtres, c'est pas obligé d'être des ancêtres en 1700, là. Ça peut être ceux qu'on a connus. Donc, c'est comme ça que oui. Ah, pourquoi le 3e? Je ne sais pas. C'est qu'on fait une séquence de 4. On fait les 2 premiers, puis après ça, on fait le 3e, puis le 4e pour terminer. Mais si on passe tout droit, là, ben si on fait 5, ben, il faut faire 8. Donc, il ne faut pas briser le cercle. Il faut faire 8. Le nouvel an, c'est le printemps, c'est l'équinoxe, autour de l'équinoxe. C'est quand les outardes arrivent. Alors, quand ils arrivent, bien ça nous dit que c'est le printemps. Parce que même s'il fait doux au mois de janvier, il n'y a pas d'outardes qui reviennent. Hein? Fait que c'est quand ils reviennent que l'on sait que c'est le printemps. OK? Donc, plusieurs fois au printemps, j'utilise, justement, pour fêter le nouvel an, j'utilise cette plume d'outarde, là, de Wamtagwa. Hein, on dit Wamtagwa, c'est le mot, mais quand on le fait en rythme, Wamtagwa, c'est vraiment son cri. Donc, et puis il y a différentes sortes de plumes pour différentes sortes de rituels de cérémonie, d'accueil d'un enfant, de départ d'un aîné, de départ d'un enfant. Alors, il y a des plumes qui sont pour chaque rituel et cérémonie, puis il y a un sens à chacune de ces plumes-là. Pour terminer, je vais faire le chant à l'eau. Parce que ça aussi, le printemps, c'est la fête de l'eau pour nous, c'est la célébration de l'eau. Hein? L'eau, les glaces qui partent, l'eau d'érable qui commence à couler. Après ça, c'est l'eau de bouleau. Après ça, hein, il y a plein de choses qui sont liées à l'eau. Et donc, les femmes, à un certain moment donné, ben, dans l'histoire du Canada, il y a eu, à un moment donné, des gestes qui ont été posés pour essayer de nous enlever de notre sauvagitude. Et puis nous faire vraiment nous rentrer dans la civilisation.
alors que nous, on pensait qu'on avait une civilisation aussi. Mais, donc, le tambour, à un moment donné, les tambours ont été perquisitionnés. On ne pouvait plus jouer de tambour. Et on ne pouvait surtout pas jouer de tambour dans l'église. Mais on ne pouvait pas jouer de tambour nulle part. C'était perquisitionné. Les masques, tout ce qui servait aux cérémonies, aux rituels, pour essayer d'enlever tout ça. Et donc, les femmes ont continué à chanter les chants de l'eau avec des bois pour rappeler le bruit du tambour. Puis là, bien, personne ne pouvait dire que c'était le tambour. On n'avait pas. On avait des bois, puis ces bois-là ont été rongés par les castors. Donc, c'est aussi quelque chose, hein, un lien avec, on est en lien avec les animaux qui ont besoin d'eau pour survivre aussi. OK? Donc, Nibiwabo andayan Akimiskwi Nibiwabo Nibiwabo andayan Akimiskwi Nibiwabo Hea 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 he Hea 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 ho Hea 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 he Hea 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 ho. Uliuni, merci.